Conrad Loussif. Et la ronde des interviews pour les notes académiques au sein du couple continue. Et aujourd'hui, avec grande joie et grand plaisir, on accueille Raphaël et Aurélie. Enchantée et bienvenue à vous. Donc, Raphaël, toi, tu es coach donc en séduction. Tu vas nous en dire davantage après, mais particulièrement, tu accompagnes justement les personnes à prendre confiance en eux, justement pour aller justement à la rencontre de leur bien-aimé, en tout cas, pour créer leur couple. Et Aurélie, toi, tu as créé ton activité professionnelle autour du couple, justement, avec cette structure qui s'intitule Conscience amoureuse, voilà, pour aider le couple à développer un espace harmonieux. Tu peux nous en dire davantage sur cette structure que tu as créée? Oui, super, avec plaisir. Je commence? Vas-y, je t'en prie. Ok. Donc, en effet, je m'appelle Aurélie et ça fait maintenant 7 ans que je me suis spécialisée dans le couple harmonieux, notamment au travers de l'accompagnement des femmes qui sont en couple et vraiment pour développer l'art de communiquer de cœur à cœur avec leur partenaire, donc dans l'apprentissage d'une communication authentique et bienveillante pour vraiment reconsolider le couple quand il y a des désaccords, des incompréhensions mutuelles, des disputes. Et puis bien souvent, le profil de femmes que j'accompagne aussi, elles sont dans une forme de dépendance affective. Et donc, je les aide aussi à se réaligner en tant que femmes pour pouvoir être déjà en harmonie dans leur relation avec elles-mêmes et être ensuite mieux en harmonie au sein de leur couple. Et toi, Raphaël, du coup, est-ce que tu veux nous en dire davantage? Carrément. Du coup, moi, j'accompagne des hommes qui sont dans une posture souvent passive ou impuissants, qui se sentent un peu observateurs de leur vie, à être plus acteurs, notamment effectivement pour faire des rencontres avec des femmes, mais de manière plus générale pour reprendre leur puissance, c'est-à-dire leur capacité à agir, à passer à l'action. Et je les aide aussi, très souvent ils veulent être en couple, mais je les aide aussi à se reconnecter avec leur sexualité, avec leur affirmation de soi aussi, parce que souvent, dans la société dans laquelle on vit, on confond affirmation et agressivité. Donc, c'est vraiment leur permettre de pouvoir s'exprimer, dire ce qu'ils veulent et pouvoir aussi trouver, bien sûr, une femme avec qui ils vont être heureux plus tard. Enfin, normalement, assez rapidement. Voilà. Du coup, vous êtes bien cohérents, en fait, tous les deux, là, dans votre... voilà, dans vos pratiques et là où vous accompagnez finalement. C'est-à-dire qu'il y en a un qui prépare à être en couple et l'autre qui accompagne l'espace du couple. Exactement. C'est ça. Je prends le relais parce que, en effet, il y a la rencontre et puis, en général, il y a après la rencontre où, une fois qu'on passe la phase rencontre, justement, séduction, découverte de l'un et de l'autre, c'est là où il y a les premières tensions, les premiers désaccords, les petites mimiques de l'autre qui font qu'on se dit « Ah, ça ne me plaît pas trop ». Et donc, c'est comment réussir à reconnecter dans le couple quand on se rend compte que on n'a pas forcément la même façon des fois de concevoir les choses, de faire les choses. Donc, c'est comment réunir le couple au travers de ces petits moments où, à un moment donné, il y a une incompréhension, des fois, qui s'installe. Parce que des fois, c'est une question de différentes cultures, différence au niveau de l'éducation, différence au niveau aussi des histoires de vie. Et donc, ça, c'est comment réajuster, se réaligner, en fait, pour que ça soit plus harmonieux pour la suite. Super. En tout cas, bienvenue, Raphaël et Aurélie, dans cet espace justement du couple. Et alors, vous, au sein de votre couple, comment est-ce que vous vivez cette danse de l'amour, cette communication voilà, du masculin et du féminin entre vous, voilà, de l'homme et de la femme qui forment votre couple? Je te laisse répondre. Je ne sais pas comment répondre. Alors, ce qui est drôle, en fait, c'est que sur beaucoup de points, avec Raphaël, on se ressemble énormément. On a les mêmes valeurs. Déjà, on est tous les deux dans des métiers d'accompagnement. Donc, on a chacun une mission de vie où on est vraiment dans l'aide et la contribution au niveau des autres. On a aussi des mêmes valeurs autour du respect, de la bienveillance, de la tolérance, de la communication. Et ça, c'est quelque chose qui nous a énormément liés dès le départ, dans le voir qu'il y avait aussi une vision commune dans la manière de concevoir les choses, l'envie de
co-construire quelque chose ensemble. La notion du voyage, moi, c'est une valeur qui est extrêmement importante et ça l'est aussi pour Raphaël. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous lie beaucoup aussi, le voyage. Bref, il y a beaucoup de choses qui nous lient et en même temps, sur certains aspects, on est vraiment opposés. Si on devait parler des 5 éléments, je crois que je suis quelqu'un qui est assez haut et Raphaël plutôt feu. D'ailleurs, dans notre dream board de couple, on a un yin-yang où il y a le yin qui est l'eau et le yang qui est le feu. Et je trouve que c'est une belle représentation de qui on est, dans le sens où moi, je vais être très calme et introvertie, alors que Raphaël, il va être extrêmement dynamique et plus extraverti. Et donc, forcément, la rencontre de l'eau et du feu, ça peut créer un sacré hammam, hein. Il y a beaucoup de vapeur. Ça fait de la fumée, c'est ça? Ça fait de la fumée. Et en même temps, c'est beau parce que c'est complémentaire, mais c'est vrai que c'est là où aussi on se rend compte que le couple, c'est une aventure à deux. C'est pas un long fleuve tranquille. Ça nous apprend énormément sur nous-mêmes. Ça nous fait travailler chacun de notre côté. Par contre, c'est vrai que ce qui est génial, c'est qu'il y a toujours cette ligne directrice de on va pas rejeter la faute l'un sur l'autre quand il y a des tensions, des désaccords, mais on a aussi une capacité de remise en question. On va essayer toujours d'aller voir comment les challenges du quotidien, on peut déjà nous travailler sur nous-mêmes parce que ça résonne avec une histoire de vie, qu'il y a des choses à des fois aller guérir. Et puis comment aussi on peut être force de proposition et de solution en fait. Moi, j'aurais envie d'aborder la question de Morad sur un autre aspect. C'est souvent, je me suis beaucoup intéressé au masculin, et je précise pour les auditeurs que le masculin ne veut pas dire l'homme et le féminin ne veut pas dire la femme. J'ai plus parlé des qualités ou des comportements qu'on pourrait attribuer au masculin et inversement. Et c'est vrai que moi, j'étais un peu dans un extrême masculin parce que j'ai beaucoup développé justement l'affirmation. Je ne montrais pas beaucoup mes émotions au début du couple. Je ne suis pas quelqu'un de très expressif à la base sur mes émotions en tout cas, même si je suis très expressif en général. Et donc j'étais dans un masculin un peu extrême, je dirais, très combatif, très souvent avec des tensions avec ma famille, avec mes amis. Et Aurélie m'a beaucoup appris, je pense, là-dessus. À l'inverse, Aurélie, je pense que des fois, elle avait besoin de plus s'affirmer, plus prendre sa place, plus dire merde quand elle a besoin de le dire. Et je pense que là-dessus, moi, j'ai aucun problème pour ça. Donc, elle a pu prendre de moi aussi, à l'inverse, dans l'autre sens. Donc, ça a bien équilibré, on va dire, les extrêmes masculins et féminins. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Ouais, il y a beaucoup de choses. Je pense qu'Aurélie m'apaise dans l'eau dont elle parlait. Moi, peut-être, je la dynamise avec mon feu. Et oui, c'était un truc très important quand on s'est rencontrés. On était tous les deux à la base en couple. Et on a tous les deux fait un exercice sans se connaître, qui est de décrire le partenaire idéal. Et moi, dans mon document que j'avais écrit que vraiment je voulais quelqu'un qui se remette en question, qui ait déjà fait du développement personnel, qui ait cette mentalité de ne pas rejeter la faute, et effectivement, comme disait Aurélie, de prendre la responsabilité aussi de ce qui lui arrive, même si c'est toujours une responsabilité partagée. Et je voulais quelqu'un de bienveillant, et Aurélie est vraiment une femme très bienveillante. Et inversement, Aurélie avait marqué un certain nombre de choses, je ne sais plus exactement ce que tu avais marqué. Mais enfin, c'est marrant parce qu'on avait regardé plus tard. Je pense que d'ailleurs, si on croit à la loi de l'attraction, le fait d'écrire son partenaire idéal fonctionne parce qu'ensuite, on lâche le truc et qu'on ne s'en occupe plus. Parce que si on est trop dans la quête de réussir, on lâche pas assez. On est figé, on est dans les attentes. Et pour moi, il y a ce truc dont on met des critères, on peut même les prioriser, mais ensuite, il faut laisser aussi la part de découverte. Et donc, du coup, c'est plutôt bien trouvé, quoi, voilà. Voilà. L'acte psychomagique de la rencontre aussi, ça me fait penser aussi, du coup, avant de rencontrer Jaya aussi, j'avais vécu une rupture et il y avait vraiment plein de choses que je voulais plus. Et du coup, j'ai fait un acte psychomagique avec tout ce que je voulais plus, je l'ai brûlé, et après j'ai fait un autre acte psychomagique en disant tout ce que je voulais. Et puis ça a été beaucoup plus rapide que ce que je ne pensais. 3 mois après, on s'est rencontrés. Merci en tout cas ouais, c'est ça, merci d'offrir cette pépite aussi, entre autres, voilà, pour chacun, pour chacune, puis de par votre histoire. Mais justement, quels sont selon vous aussi là dans votre
Ouais, dans votre avancée de couple, quels sont selon vous les points forts qui permettent justement une vie de couple dynamique, enrichissante, épanouie? Alors, on a deux experts. Moi, ce qui est marrant, c'est que je ne suis pas du tout un expert à la base du couple, mais à force de traîner avec Aurélie et de regarder ce qu'elle fait et de coacher ses coachés, j'ai quand même fini par m'y intéresser. J'ai même interviewé moi-même une dizaine de couples, comme vous êtes en train de le faire, sur qu'est-ce qui fait, des couples qui avaient duré plus de 10 ans, qu'est-ce qui fait qu'ils étaient restés 10 ans ensemble. Et je m'étais intéressé aussi à la thérapie imago et aux phases du tantra, avec ce que j'appelle les 5 phases qui sont le couple passionnel, qui est le début, la rencontre avec le feu, l'énergie de l'illusion aussi que l'autre est parfait, etc. Ensuite, le couple conflictuel ou désillusion, c'est-à-dire ce que j'aimais le plus chez Aurélie va aussi être des choses des fois qui m'activent et inversement. Et là, je pense qu'il y a un travail très intéressant à faire chez la plupart des couples, qui va être de comment justement ces tensions, on peut les utiliser comme un outil d'évolution pour soi, plutôt que comme une façon de montrer que l'autre ne rentre pas dans les cases qu'on avait imaginées. Et c'est dur hein, de ne pas dire, ah bah tiens, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on repart sur une nouvelle aventure, on repart avec d'autres problèmes. Donc, de toute façon, c'est plus intéressant de voir comment les activateurs sont des outils de développement personnel, pour moi en tout cas, que des outils pour montrer qui a raison, quoi. Euh, et, euh, et ensuite, on passe dans ce couple conscient qui a été de prendre conscience que l'autre n'est qu'un révélateur de nos propres limites ou blocages ou activateurs de notre histoire. Dans l'imago, on dit qu'on va retrouver quelqu'un qui ressemble suffisamment à ce qu'on a été dans le passé pour qu'on puisse reproduire les scénarios qu'on n'a pas eu le temps de guérir quand on était plus jeune. Je pense que c'est intéressant de réfléchir comme ça. Et après le couple conscient, il y a le couple projet. Je pense que moi, je suis très attentif à ça parce que j'ai vu aussi beaucoup de couples, encore plus que le conflit qui ne me fait pas du tout peur. Moi, j'ai eu des parents qui se mettaient sur la gueule en permanence, donc ça n'a pas été un souci pour moi. Le conflit, ça fait partie de la vie, même si je ne suis pas pour le conflit. Mais disons que j'ai été habitué, malheureusement. Et après, par contre, ce qui je pense qui est plus important et qui a été une des raisons pour lesquelles mes parents et moi se sont séparés, c'est la routine. C'est-à-dire que je pense que il y a beaucoup de couples qui rentrent dans une forme de routine où, en fait, une fois qu'on a un peu apaisé les tensions, on n'a plus de projet, plus d'envie, plus d'ambition. Et ce que je dis souvent et que j'essaie d'appliquer donc à mon couple, c'est de mettre des petits trucs de temps en temps. Ça peut être simplement passer du temps ensemble, sortir manger, aller au cinéma, n'importe, faire une activité. Aurélie pourra vous parler de comment elle appelle ça. Je pense que c'est une bulle. C'est la bulle que tu appelles ou le cocon, cocooning. Bon, voilà. Mais après, ça peut être des petits projets comme ça qui sont juste de l'entretien, à mon avis, du couple. Et les plus gros projets aussi. Ça peut être enfant, ça peut être appartement. Ça peut être faire justement un webinaire sur nos différents métiers ensemble. Ça peut être des choses comme vous êtes en train de faire aussi. Ça peut être faire des cours de danse comme on est en train de faire pour le mariage. Ça peut être plein de choses qui font que c'est pas deux personnes chacun de leur côté. Il y a aussi l'entité couple qu'on entretient et qu'on fait vivre. Donc il y a cette question de la... Voilà, en fait, en tout cas, quand tu parles de conscience, moi, ça m'évoque la question de la communication, évidemment. Et puis, et aussi le faire ensemble, le vivre ensemble, le être ensemble avec voilà, les projets qui s'articulent autour du couple. Je vais laisser Aurélie parler de communication. C'est peut-être elle qui m'a aidé à me communiquer. Donc, allons-y. Oui, la communication dans le couple est une notion extrêmement importante. En tout cas, c'est un des piliers importants. Et c'est vrai qu'une chose que j'ai appris avec l'expérience et le temps, c'est que parler beaucoup, ça ne veut pas dire qu'on communique bien. Et ça, c'est un premier élément parce qu'on peut vouloir beaucoup parler, mais pour autant utiliser ce que moi j'appelle des activateurs de conflit, c'est-à-dire des approches, des notions, comme par exemple critique, reproche ou jugement, qui vont activer l'autre aussi, qui va se mettre sur la défensive, et puis soit qui dans ce mode de défensive qui va rentrer dans l'attaque, dans la fuite ou le repli sur soi. Donc pour moi, la communication, c'est une base solide et fondamentale dans le couple. Malgré tout, c'est pas suffisant. Il y a plein de notions qui sont importantes et je crois que une des grandes notions aussi que j'apprécie aujourd'hui et que je trouve extrêmement importante pour accompagner un grand nombre de femmes en couple et des fois de couple, c'est aussi la notion de remise en question. Parce que quand on rencontre quelqu'un d'autre,
c'est là où je me rends compte que c'est extrêmement difficile quand on est face à quelqu'un qui n'est pas ouvert à la remise en question et qui va partir du présupposé que s'il y a un problème, bah, c'est ton problème et tu le gères. Moi, ça ne me concerne pas. Et ça, je sais que pour beaucoup de couples, ça peut être extrêmement souffrant. Donc, c'est vrai que pour moi aussi, cette capacité d'ouverture et de remise en question, je trouve que c'est important dans les bases d'un couple pour pouvoir cheminer. Parce que forcément, s'il n'y en a qu'un qui est prêt à se remettre en question, à essayer de trouver des solutions, à avoir l'envie d'avancer et que l'autre est hermétique à ça, ben ça peut poser problème. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est la question de la communication, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a souvent, évidemment, cette question de la communication qui est présente, en fait, dans les ingrédients qui fonctionnent, et sur, justement, la façon de communiquer. Alors, selon vous, c'est la bonne façon ou les bonnes façons de communiquer, ce serait comment? Alors, si je devais parler d'une recette de cuisine, tu voulais parler? Non, vas-y. Si on devait parler de recettes de cuisine, bien souvent, en fait, il y a beaucoup, la plupart des gens misent sur les mots, en fait. Et c'est vrai que c'est important de trouver, moi, ce que j'apprends à mes clientes, hein, c'est de trouver l'art et la manière voilà, d'avoir les bons mots, les mots justes, pour justement faire en sorte que le partenaire garde le cœur ouvert et qu'il ne se braque pas. Et qu'au contraire, justement, ça favorise son écoute et sa compréhension. Donc pour moi, il y a une histoire de l'art et la manière dans la forme qu'on va employer, mais ce n'est pas suffisant. Pour moi, il y a aussi le non-verbal, puisque le non-verbal, c'est quand même plus de 70%. Donc, ce n'est pas suffisant de se dire, bah, tiens, je vais mettre le bon enrobage, mais c'est aussi, c'est quoi l'énergie et l'émotion avec laquelle je vais rentrer en communication. Parce que chez la plupart des femmes que j'accompagne, il y a souvent ce truc de je veux communiquer avec le partenaire, mais je suis encore dans l'émotion de colère ou l'émotion de crainte, de peur. Certaines ont beaucoup, à force de disputes, sont dans la crainte de la réaction de l'autre. Donc l'énergie et l'émotion va avoir un impact aussi sur la posture. C'est ce qu'on est recroquevillé, est-ce qu'on est détendu, le timbre de notre voix, le débit de parole. Donc il y a l'émotion avec laquelle on va rentrer, et puis une notion qui est extrêmement importante, c'est aussi notre intention. On ne met pas suffisamment de conscience sur notre intention quand on veut dialoguer avec quelqu'un. On y va tête baissée, et en fait, c'est là où on se rend compte après coup, mais je ne comprends pas pourquoi l'autre s'est braqué. Bien souvent, c'est parce qu'on se rend compte qu'en fait, j'étais dans cette posture de je veux absolument convaincre l'autre, ou je veux absolument le faire changer d'avis. Je sais déjà que j'ai raison et que lui a tort, et le but du jeu, ça va être de lui prouver ça. Ou alors, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais d'office où est-ce que je veux aller. Et donc, tout ça, en fait, en invisible, l'autre le sent, qu'il n'y a pas une ouverture, mais qu'il y a déjà une direction qui est donnée, voire imposée, et que ça se sent aussi dans l'énergie. Donc pour moi, il y a ces notions-là à travailler dans la communication, qu'il y a bien sûr les mots, l'art et la manière d'amener les choses, mais il y a aussi l'énergie, l'émotion et l'intention qui sont vraiment à privilégier et que bien souvent les gens zappent. Aujourd'hui, la communication non violente de Marshall Rosenberg est de plus en plus répandue à travers le monde. Et quand on me dit Aurélie, j'ai essayé mais ça ne marche pas, on va reprendre les bases. Parce que bien souvent, dans le processus de la CNV, on utilise la CNV comme un outil pour arriver à ses fins, alors que ce n'est pas du tout l'intention première, et qu'il y a de nombreux pièges dans le processus de la CNV dans lequel la plupart du temps on tombe sans s'en rendre compte, et après on se dit ça ne marche pas. Mais non, ce n'est pas que ça ne marche pas, c'est juste qu'il y a eu des pièges dans lesquels on est tombé malheureusement et qu'on ne les a pas vus. Donc voilà ce qui me semblait important en tout cas de dire au niveau de la communication. Mais je te laisse. Merci de ces précieux détails. Ouais. Moi, ce que j'aurais à dire, c'est que déjà, il faut partir, comme disait Aurélie, sur ce que j'appelle moi une posture de co-construction. D'ailleurs, c'est vrai aussi pour les coachings. Là, en ce moment, moi, je gère une équipe de coachs et il y en a une qui faisait des questions ouvertes. Elle se disait, ah oui, je fais des questions ouvertes,
mais l'autre ne répond pas ce que je veux. Je fais, bah, t'as pas compris. Parce que si tu fais des questions ouvertes avec des suggestions de là où tu veux aller, t'as pas compris que quand on fait des questions ouvertes, on peut aller justement dans des endroits qu'on n'avait pas prévus et que souvent l'autre va trouver des solutions qu'on n'avait pas imaginées. Donc, je pense que c'est très important cette notion de co-construction. C'est, je sais pas, j'arrive avec une solution et je te l'emmène de manière directe ou indirecte avec de la CNV ou pas de CNV. C'est je n'arrive pas qu'avec ma solution, j'arrive avec une solution et un espace aussi d'écoute et de découverte de ce que toi tu me proposes. Parce que sinon, c'est juste c'est moi et je m'en fous de l'autre. Ou c'est moi et comment j'emmène l'autre vers moi. Donc il y a vraiment cet espace de co-construction. Et je pense que là, il faut éteindre son monde. Moi, je propose même un exercice des fois aux gens, c'est de diminuer tout ce que tu sais. Et en fait, plus les gens savent et moins ils sont à l'écoute, en fait. Donc, il faut vraiment qu'ils apprennent à ne pas savoir et à juste réécouter, même si on pense qu'on sait déjà. D'ailleurs, les gens qui sont les plus apprenables, en général, sont ceux qui savent le moins. Donc, ça montre que plus on sait des fois et moins on peut apprendre. Donc voilà, bref, c'était une parenthèse, mais je trouve qu'elle est intéressante. Mais une parenthèse précieuse, voilà, c'est une belle pépite, l'art de rester débutant, quoi qu'il arrive, entre guillemets. C'est ça, ouais, l'esprit du débutant, garder l'esprit du débutant. Merci Raphaël, ouais. Merci. Et alors, ouais, non, parce que du coup, en fait, en vous écoutant sur l'intention et l'émotion, voilà, j'ai cette question en fait, qui m'est venue à le monde émotionnel, c'est vaste. Alors, l'émotion, est-ce que c'est important de communiquer son émotion au sein du couple? Est-ce que c'est pas important? Comment? Jusqu'à quelle limite? Est-ce que je déverse mon émotion sur l'autre? Est-ce que je communique mon émotion à l'autre pour qu'il prenne conscience de comment je me sens? Comment c'est pour vous ça? En fait, Aurélie, elle a parlé de pas trop être agressive, enfin indirectement. Non. Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété, en tout cas de ne pas juger machin. Et vous voyez, là, j'ai projeté sur elle, mais c'est pas grave. Et en fait, à l'inverse, on peut effectivement, comme le suggère peut-être Morad, avoir des gens qui s'effacent ou qui ne communiquent pas aussi ou qui vont juste accepter ce que dit l'autre sans prendre leur place. Et ça peut être dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire quelqu'un qui, à mon avis, ne prend pas sa place ou n'exprime pas ses besoins. Je pense que c'est très important aussi d'avoir dans les couples, non pas... Alors, déjà, quand l'émotion est trop forte, je pense qu'il faut toujours arriver à faire ce processus de CNV justement pour soi et pas pour la communication. Pour moi, l'outil de CNV a été une perle quand j'ai compris que c'est avant tout un outil pour se connaître soi. C'est-à-dire qu'avant de vouloir communiquer avec l'autre, déjà savoir ce qu'on veut. Hein, parce qu'en fait, si on communique juste pour se défouler, c'est pas communiquer, c'est autre chose. Donc, imaginons que je suis en colère, par exemple. Je vais d'abord me poser la question tout seul en faisant de la CNV pour moi-même. Ok, j'ai cette colère, quel est mon besoin? Qu'est-ce que j'ai envie? Quelles sont les stratégies que je propose? Est-ce que je viens avec ce que je veux pas? Ou est-ce que je viens avec ce que je veux? Est-ce que je viens avec un espace où j'écoute aussi ce que l'autre peut me proposer par rapport à mon problème? Ce que je viens de dire juste avant. Et ça, pour moi, c'est la vraie CNV, c'est déjà utilisé pour soi-même. Déjà, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je veux? Où j'en suis? Avant de communiquer avec l'autre. Et ensuite, une fois qu'on communique avec l'autre, je pense qu'il y a quand même cette importance de pouvoir poser les problèmes dans le sens où il y a aussi des couples qui ne parlent pas des problèmes et ça fait que 4 minutes et ça explose au bout d'un moment. Et à l'inverse, il y a des couples qui font que se gueuler dessus, ce qui n'est pas beaucoup mieux. Mais moi, c'est un outil que j'utilise beaucoup en coaching aussi, ce que j'appelle l'honnêteté radicale ou la confrontation bienveillante ou la thérapie choc, thérapie provocatrice, il y a plusieurs manières de le dire. Mais en gros, à un moment donné, j'abandonne un peu toutes mes techniques justement et je parle d'humain à humain avec une intention bienveillante quand même. Et je dis ce que je ressens, quitte à me tromper, mais au moins les choses sont posées pour essayer de faire avancer le schmilblick, plutôt que ça reste dans un espèce d'entre-deux pas très clair. C'est ce que je dirais moi. Voilà. Après, je ne sais pas si Aurélie, Merci Raphaël. Sur les émotions. Oui, c'est vrai que ça aussi, c'est un vaste sujet parce que il y a certaines personnes qui vont être très à l'aise avec les émotions. Moi, par exemple, je sais très facilement identifier ce que je ressens, où est-ce que c'est dans mon corps. Et donc, je suis à l'aise déjà avec l'identification des émotions et l'acceptation, l'accueil aussi de ça. Et puis, c'est de voir aussi qu'en effet, c'est tout un apprentissage parce que ça, c'est quelque chose que j'ai réappris. Parce que bien souvent, en fonction de l'éducation qu'on a eue, on est plus ou moins à l'aise avec les émotions. Bien souvent, je rencontre des personnes qui vont être encore dans ce schéma de il y a des émotions positives et négatives. Et avec ce truc de, par exemple, la colère, c'est mal, la tristesse, c'est associé à de la faiblesse.
Et donc, bah forcément, en fonction de notre aisance avec les émotions et des croyances qu'on pose dessus ou des jugements qu'on pose, bah, soit on va les refouler à l'intérieur de nous, soit à un moment donné, ça peut être aussi explosif, comme par exemple la colère, où on va déverser sur l'autre. Donc pour moi, c'est aussi de trouver un juste équilibre en fonction de comment on a ce rapport aux émotions. Quelqu'un qui va avoir cette tendance à justement dire les choses sans filtre et que bien souvent ça peut être déposé sur l'autre, bah, ça va être d'apprendre à prendre du recul pour déjà aller voir qu'est-ce qui se passe en soi, déjà pour mieux se comprendre et après justement que ce soit un cadeau à l'autre, de dire voilà ce qui se passe en moi et du coup ça permet à l'autre aussi de comprendre le fonctionnement. Et puis par moment, pour des personnes qui ne sont pas à l'aise avec les émotions, moi dans un premier temps je vais dire lâche l'affaire de trouver la bonne formulation pour dire les choses et juste commence déjà par t'autoriser à le dire. J'ai certaines femmes qui sont vraiment dans ce truc de j'ai envie d'être bienveillante, de pouvoir amener les choses de manière à ce que mon partenaire me comprenne. Oui, ok, ça c'est le but. Mais par contre, commence déjà par oser dire non, oser dire stop, apprendre à te respecter, apprendre à t'affirmer. Et ça, pour moi, c'est des fondations qui sont élémentaires et solides. Et ensuite, de trouver l'art et la manière. Mais c'est vrai que pour moi, il y a vraiment un travail de fond à faire dans le couple sur déjà la gestion des émotions et l'identification et l'accueil de celles-ci. Parce que moi, pendant longtemps, j'étais tétanisée par la colère des autres parce que dans mon enfance, j'ai vu des adultes utiliser la colère, mais en la déversant sur l'autre. Et donc, forcément, j'ai grandi avec cette idée que se mettre en colère, c'est mal. Et donc, pendant longtemps, j'ai refoulé ma colère et ça m'a amené à vivre des abus de toutes sortes parce que je n'osais pas dire non, je n'osais pas dire stop. Quand quelqu'un outrepassait, je laissais outrepasser. Et donc, il y a vraiment aussi un travail à faire personnel pour ensuite mieux le vivre aussi en couple. Ce qu'Aurélie évoque, pour moi, c'est aussi le lien avec l'ombre de Carl Gustav Jung, ou l'équilibrage, ou le yin-yang. C'est qu'à chaque fois qu'on est trop bienveillant, on est souvent malveillant envers soi-même. À chaque fois qu'on n'est pas du tout agressif, on est très agressif contre soi. À chaque fois qu'on est... Et donc, en fait, tout ce qu'on ne fait pas à l'extérieur et qu'on n'extériorise pas à l'extérieur et qu'on n'accepte pas à l'intérieur aussi, du coup, et donc on va en fait l'utiliser contre soi. Bon, souvent, l'expression qui est utilisée, c'est combien de fois on dit oui alors qu'on se dit non à soi-même. Mais c'est vrai pour toutes les émotions, que ce soit la tristesse, la colère, la frustration. Moi, j'ai même étudié les émotions. Et je me posais la question aussi, comme Aurélie, à quoi servent ces émotions avant de les juger? À quoi sert, par exemple, le dépit? À quoi sert la culpabilité? À quoi sert en fait, des émotions que vraiment on n'aime pas? Mais en fait, à quoi ça sert avant tout de suite de juger? Parce que si une émotion est là, c'est un message, en fait, pour moi. Émotion, ça veut dire énergie en mouvement. Donc, c'est un message. Quel est le message de mon corps avant de le juger? Après, je pourrais toujours me dire, je veux le faire évoluer. Mais pour moi, les émotions sont des messages. Et ensuite, la question, c'est quelle stratégie j'utilise par rapport au signal qui m'est envoyé, en fait. Voilà. Exactement, merci en tout cas pour vos précisions. Merci, ouais. Exactement, l'émotion est un message. Et dans notre corps, c'est juste c'est de la chimie qui passe et donc ça ne nous appartient pas. Enfin, quand je veux dire, c'est pas nous en soi, on n'a pas à s'identifier à ça et c'est bien de rappeler ça. C'est un message. Quel message ça signifie? Et justement, donc au sein de votre couple aussi, ces émotions, comment, en tout cas, si vous avez peut-être, oui, qu'est-ce que vous pourriez partager avec plus de, peut-être, ouais, un exemple ou une précision, comment vous, au sein de votre couple, justement, vous les appréhendez ensemble, en fait. Alors moi, j'ai beaucoup appris justement à ne pas déverser, comme disait Aurélie, parce qu'au début du couple, sincèrement, mais après, je crois qu'Aurélie a vécu aussi plusieurs fois ce genre de schéma, mais moi-même, j'étais dans un schéma aussi familial où on déversait sa colère ou sa frustration sur les autres. Donc ça, j'ai appris à moins le faire justement dans notre couple. Après, ce qui est marrant, c'est que plus j'ai compris justement les utilités de ces émotions, plus j'ai appris à les utiliser à mon avantage. C'est-à-dire, la colère, quand on l'utilise à son avantage, ça peut aussi donner énormément de motivation, de niaque, comme on appelle ça. C'est une autre façon de dire de la colère, mais plus dans le sens positif. Ça donne de la niaque, par exemple, si on la sublime. De la même façon qu'on peut sublimer l'énergie sexuelle, on peut sublimer sa colère
pour passer à l'action, pour faire plein de trucs. Donc ça, c'est l'énergie qui m'a beaucoup aidé dans ma vie. Donc il y a pour moi en fait le fait que j'avais pas tellement conscience de mes émotions au début de notre couple, que j'y vais ma vie en mode les choses arrivent et j'avais une conscience qui était quasiment, si je revois le Raphaël il y a 2 ans, j'avais une conscience quasiment inexistante de comment j'utilisais mes émotions, je crois. Et donc aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est qu'à force d'accepter, pas de rejeter, au contraire, les émotions dites négatives, eh bien, en fait, j'ai beaucoup moins de relations mauvaises. Aurélie m'a aidé dans notre couple à me rendre compte aussi certaines fois que je entretenais des jeux relationnels toxiques et que j'étais aussi responsable de les entretenir avec d'autres personnes. Et en fait, aujourd'hui, j'ai quasiment plus d'embrouilles, ce qui est très ennuyant des fois pour moi, parce que j'aime bien les conflits. Donc peut-être faudrait que je me réinscrive à la boxe française d'ailleurs, ou quelque chose comme ça. Ouais, donc c'est cool hein, d'avoir une femme qui amène autant de paix, quoi. Et en même temps, moi, j'ai des fois encore envie d'utiliser cette énergie comme ça, mais je ne sais pas trop comment l'utiliser. Parce que j'ai pas de raison de me disputer, alors c'est compliqué. Mais voilà, j'en suis aujourd'hui. L'externalisation justement de cette énergie à l'extérieur, en fait, justement, ne pas la déverser. Voilà, je trouve que c'est un bon moyen justement d'aller libérer une énergie de manière saine, en fait. En tout cas, là, merci pour cette petite expérience des émotions avec effectivement moi ce que j'entends, ce que je retiens, c'est ce côté déjà de pouvoir identifier en soi-même en fait l'émotion, de pouvoir l'utiliser et puis aussi de trouver l'équilibre et la mesure dans l'expression de cette émotion. Si je pouvais résumer un peu ce que j'ai entendu de ce que vous disiez. Après, il y a beaucoup d'amour et de bienveillance envers nous. Je pense qu'il y a beaucoup d'amour dans notre couple. Je pense que ce qui nous aide, c'est que dans tous les traumas qu'on a pu vivre l'un et l'autre, en fait, on arrive à pouvoir les déposer. Alors, on se rend disponible pour ça, parce que des fois, c'est pas forcément simple. Hein. Je suis pas en train de dire en couple que c'est simple, parce que quand on parle de trauma, souvent, il y a des échos où on résonne et on s'active l'un l'autre, mais d'arriver à trouver des moments, justement, où on puisse écouter sans couper la parole et essayer juste de ne pas prendre personnellement. Je pense que le travail aussi pour beaucoup d'humains, c'est pas prendre personnellement les choses, c'est-à-dire comment je fais pour écouter Aurélie qui me parle d'un truc qui, moi, me réactive énormément sur mon histoire et juste me dire qu'en fait, là, elle est en train de me parler d'elle et que je vais pas, moi, Raphaël Diaz, me dire qu'elle essaie de me faire du mal parce que forcément, quand on travaille forcément à communiquer sur des sujets qui touchent et qu'on avance dans un couple, je pense qu'il y a ce genre de discussion où des fois, on s'active l'un l'autre. Et ça, je pense que c'est super important et c'est tellement guérisseur aussi. Guérissant, je ne sais pas si c'est un guérisseur, bon bref, de pouvoir avoir ces espaces où on peut déposer les choses justement traumatiques, même si le couple n'est pas un outil que de thérapie, ça doit être aussi un outil qui permet juste d'avoir du bonheur et de la joie de vivre, mais en tout cas, quand ça arrive, parce que ça peut arriver, c'est important qu'on puisse s'écouter, en tout cas, je pense à ce moment-là, dans ces moments-là. Cette question justement de la vulnérabilité, je la trouve intéressante parce que d'un côté, comme tu dis, effectivement, j'ai pas à prendre pour moi ce qu'exprime l'autre dans sa vulnérabilité, et en même temps, je peux aussi être suffisamment réactivé pour dire, là, ça fait trop pour moi, et je peux pas, voilà, c'est trop dur d'en entendre davantage, et c'est pas contre toi. Donc il y a toujours cette danse équilibriste qui est présente en fait. Ouais. Et je pense que c'est tout l'art aussi d'apprendre justement à s'écouter, se comprendre et vraiment déjà se connaître personnellement pour savoir aussi dire quand, là, écoute, stop, je sens que la direction que c'est en train de prendre, là, ça ne va pas nous faire du bien au niveau de la communication. Je te propose qu'on fasse une pause et qu'on redescende chacun de notre côté et après, on en reparle calmement. Ça, c'est important de savoir dire stop, là, c'est trop pour moi. Bien sûr, de pouvoir y revenir parce que ce n'est pas le but de dire stop et puis on met ça sous le tapis et à un moment donné, ça ressort. Mais en tout cas, de savoir trouver, justement, comme tu dis, Mourad, c'est une danse. Hein. Des fois, en fait, il va y avoir quelque chose qu'on va déposer et puis c'est de se dire, OK, est-ce que l'autre
dans l'instant et en capacité de pouvoir m'accueillir dans ce que j'ai à déposer. Et des fois, c'est OK. Hein. Raphaël n'a pas toujours les ressources ou l'envie. Et donc, c'est comment moi, je peux aussi trouver mes propres ressources et mes envies pour aller, des fois, aller explorer par moi-même les choses, ou tout simplement faire appel à quelqu'un d'autre. Et puis, des fois, c'est lui qui vient, et puis je me dis là, en fait, je n'ai pas les ressources. Et puis, des fois, on les a ensemble. Mais c'est comment aussi on peut respecter, et ça, il y a aussi la notion du non, d'être OK avec le fait que l'autre puisse nous dire non, et que nous aussi, on peut être à l'aise avec l'idée de dire non à l'autre, dans le sens où ça n'a rien à voir avec l'autre, avec l'être, la valeur en tant qu'être humain, mais juste non, c'est un non à cette proposition, à cette demande, et de ne pas le prendre pour soi. Et de développer justement cette créativité pour trouver d'autres ressources, parce que bien souvent, justement, dans la CNV, on parle de stratégie. Le partenaire, c'est souvent, ou la partenaire, c'est souvent notre stratégie préférée pour combler plein de besoins. Besoin d'amour, d'écoute, de tendresse, de douceur, d'attention, reconnaissance. Et on a tellement d'attentes sur cette stratégie-là que quand l'autre dit non, il y a un truc qui s'écroule et puis on écrit quoi, mais comment je vais faire? Et donc c'est là où ça vient toucher aussi cette notion de dépendance affective, où bien souvent ce qui fait qu'on est complètement démuni, c'est quand on n'est pas en mesure de ce que moi j'appelle le réservoir d'amour, de remplir soi-même son réservoir d'amour, d'avoir cette autonomie pour le remplir nous-mêmes, quand l'autre, le partenaire, n'est pas disponible en fait. Et c'est ça qui permet aussi justement de sortir de cette dépendance à l'autre, c'est quand on est en mesure aussi d'avoir cette créativité, de se dire ok, l'autre n'est pas disponible pour m'apporter ce dont j'ai besoin, donc comment je peux développer cette créativité, cette autonomie pour trouver d'autres ressources. Et c'est ça qui fait aussi que justement ça permet de créer un couple qui est plus équilibré, qui est plus sain, parce qu'il n'y a pas ce truc de, en fait, c'est deux personnes qui sont deux moitiés, qui marchent mais en étant l'une contre l'autre, mais dès qu'il y en a un qui veut se relever, l'autre s'écroule en fait. Donc le couple, c'est quand même une interdépendance, mais c'est comment on peut plutôt marcher droit ensemble et puis se tenir la main, mais en restant en équilibre, et que si l'autre, à un moment donné, a envie de dévier ou n'est pas OK de nous tenir la main, de se dire, en fait, je reste droite, quoi. Je suis capable de continuer mon chemin et on se retrouve à un moment, quoi. Yes, que de richesse en tout cas que vous nous offrez là, Raphaël et Aurélie. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Ça me fait penser à une phrase, ce que tu partages par rapport à la dépense en général et à la dépense affective en particulier. Savoir vivre sans pour pouvoir vivre avec. Et voilà. Moi, je pense qu'Aurélie et moi, on a vraiment réussi à créer quelque chose, même si on a eu aussi des tensions, bien sûr, et on pourra en avoir encore. Mais parce qu'on avait déjà fait tous les deux un travail sur nous, parce que il y a des profils que j'appelle sécure et insécure. Il y avait un modèle de personnalité là-dessus, où il parlait des fuyants et des collants, quoi, en gros. Et je pense que là, on parle aussi d'estime de soi, c'est-à-dire que moi, déjà, à la base, j'étais quelqu'un qui avait vécu pas mal d'histoires de groupe ou des aventures, et que je n'avais pas forcément une appétence énorme à vouloir absolument être en couple. Donc, je n'avais pas ce truc de l'autre doit me rendre heureux, dont parlait Aurélie indirectement. Enfin, je n'ai pas d'attente sur le fait qu'Aurélie ni personne me rende heureux. Il y avait une expression qui dit on est seul, on vit seul, un peu pour reprendre ce que tu disais, Morad, et on meurt seul. Et je trouve que cette expression est jolie parce qu'en fait, pourquoi elle est jolie? Parce qu'on pourrait dire non, c'est triste, mais en fait, moins on a d'attente vis-à-vis des autres, plus justement les moments qu'on passe avec les autres sont des moments merveilleux, quoi. C'est-à-dire, si on attend que l'autre veuille combler nos besoins, c'est la meilleure manière. Et en même temps, paradoxalement, pour reprendre des gens connus comme Christophe André, dans la méditation, il dit que la meilleure indépendance ou autonomie, c'est d'accepter cette interdépendance positive. C'est-à-dire qu'on a tous des besoins sociaux et d'amour. Par contre, on peut choisir avec qui, quand, et il y a plusieurs stratégies, et on peut aussi choisir d'arrêter si c'est trop toxique. Et je pense que de penser qu'il n'y a qu'une stratégie, comme dit Aurélie, pour combler. Moi, j'étais très frustré, par exemple, si je peux me permettre de partager un truc un peu personnel, quand Aurélie, des fois, n'était pas disponible pour le sexe, voilà. Et en fait, un des trucs qui m'a aidé, c'est de comprendre que ma stratégie préférée, c'est de faire l'amour avec ma copine, mais qu'il y a plein d'utilisations d'énergie sexuelle. Bon, Freud, il en parle en disant la sublimation, mais ça peut être aussi un outil déjà pour canaliser mon énergie sexuelle, ce qui m'arrive.
Donc là, on revient dans l'imago. Comment ce problème, au lieu que ce soit le problème d'Aurélie, ça puisse être un outil pour moi pour évoluer. Et ensuite, mon énergie sexuelle, je peux bien sûr faire l'amour, je peux me branler, bien entendu, mais je peux aussi sortir courir et je peux aussi voir des amis et je peux aussi peindre et je peux aussi machin. Et en fait, du coup, aujourd'hui, j'ai toujours autant de libido, je pense, mais je sais comment utiliser mon énergie sexuelle beaucoup et de plein de façons différentes, en fait. Et je vois qu'en fait, paradoxalement, ça m'a apporté beaucoup plus de sérénité et de contrôle de canaliser cette énergie et de savoir la gérer que en me disant juste l'autre est un problème. Alors du coup, engueulade, 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 tu combles pas mes besoins, etc. Donc, je prends exprès un problème qui, à mon avis, est courant chez beaucoup de couples. Oui, c'est clair. Mais c'est important d'amener ces sujets-là. En tout cas, la sexualité, c'est un des sujets les plus courants qui activent beaucoup de conflits, comme par exemple les enfants, la gestion de l'argent, les sorties, famille, belle famille. Mais c'est vrai que, en tout cas, pour moi, la sexualité, c'est un fil conducteur dans ma vie où j'ai une histoire de vie où la charge émotionnelle liée à la sexualité et aux hommes était plutôt négative, contrairement à Raphaël, où c'était l'opposé. Donc c'est vraiment intéressant aussi de voir que dans notre couple, on a beau être coach ou thérapeute, voilà, on s'est activé dans nos blessures, mais par contre, et c'est vrai que je le reconnais, c'est ce que je trouve beau, et d'ailleurs, je valorise beaucoup ça, j'ai beaucoup de gratitude à être avec Raphaël, c'est dans sa capacité aussi à se remettre en question, et dans l'idée que, on a des blessures, mais comment on peut les dépasser ensemble, plutôt que des fois d'appuyer, et puis en fait de créer un trou encore plus béant. Donc plutôt que de renforcer les blessures, ce que j'aime énormément, c'est qu'au contraire, on va s'encourager à aller les guérir l'un et l'autre. Et c'est clair que ça a créé pas mal de challenges, hein, parce que quand on a des blessures et qu'on ne les voit pas et qu'on vient s'activer, c'est comment aussi on arrive à prendre de la distance et du recul pour se dire, OK, là, c'est important aussi qu'on aille explorer chacun de notre côté. Et d'ailleurs, je pense aussi ce qui fait que on en est là aujourd'hui dans notre couple, c'est que c'est pas parce qu'on est coach et thérapeute que quand on est en difficulté, on va pas demander de l'aide. On est les premiers. Moi, j'ai des superviseurs, j'ai des menteurs, des menteurs. Des grands menteurs. Des mentors au niveau des thérapies, où en fait, quand je vois que je suis vraiment confrontée à un truc et que je me dis, bon, OK, il y a ce que je peux faire avec Raphaël et il y a ce qui m'appartient. Et aujourd'hui, je suis tellement volontaire à vouloir, dès que j'ai un truc à travailler, à aller auprès de ces personnes-là pour aller voir qu'est-ce que je peux faire pour moi-même. Et nous aussi, à plusieurs reprises, on a fait appel même à des mentors qui nous ont aidés à traverser des choses comme une supervision, en fait. Parce que c'est pas parce qu'on est coach, thérapeute ou quoi que ce soit qu'en fait, on ne reste pas des humains et qu'on n'a pas des angles morts, quoi. Exactement. Donc, super important, merci Aurélie, beaucoup, ce que tu viens ouais. d'exprimer, parce que oui, c'est important en tout cas aussi que voilà, pour tous ceux et toutes celles là qui nous suivent, justement entendre ça, et même je pense que les plus grands, quand je dis les plus grands, en fait quand je dis ça, c'est parce que je pense au Dalai Lama. Le Dalai Lama continue à se faire accompagner. Voilà, et donc c'est juste de l'humilité, en fait, simplement. On est avant toute chose des humains, en fait. Ouais, humilité, vulnérabilité, parce que c'est vrai qu'on vit dans une société où encore aller voir un thérapeute ou aller voir un psychologue, c'est encore considéré c'est pour les gens qui ont des problèmes, c'est pour les gens qui sont fous. Et c'est encore très répandu, hein. Je suis assez surprise encore de ça, mais c'est parce que je gravite dans un univers où je côtoie tellement de gens qui sont là-dedans que j'en oublie des fois qu'en effet, il y a aussi d'autres cartes du monde. C'est bien aussi de se le rappeler, mais de se dire qu'il n'y a rien de plus beau comme cadeau pour soi et comme cadeau pour le couple, et même des fois pour préserver même une famille, hein, parce que derrière, il y a des enfants, de se dire, en fait, oui, j'ose mettre mon ego de côté et de reconnaître que, en effet, on est des humains et on est vulnérables et on n'est pas des super-héros, et que des fois, on a besoin d'aide pour aller évoluer et grandir sur certains aspects, en fait.
En même temps, on a des limites comme tout le monde. C'est ça. Et en même temps, comme une hygiène de vie, en fait. ouais, et en même temps, cette hygiène, une hygiène de vie qui permet justement, ok, ça, j'ai envie de dire presque même, ça va bien. Et le petit truc là qu'il y a là, on n'a pas envie que ça empire. Et pour que ça continue d'aller bien, eh bien, il y a l'accompagnement qui est là. et en même temps, nous, ça nous a beaucoup posé problème parce que c'est vrai qu'un des trucs que j'ai adoré chez Aurélie, c'est qu'elle m'a déjà vu en tant que thérapeute avant qu'on soit ensemble, où je faisais le deuil de mon ex. Et en fait, j'ai trouvé qu'elle avait un non-jugement, une capacité d'accueil et de disponibilité, d'écoute que j'avais jamais vue et qui m'a vraiment attiré. Et en même temps, quand on a commencé la première année à être ensemble, ça nous a posé problème parce qu'on était tellement tout le temps en train de s'écouter l'un l'autre que le couple était devenu un espace de thérapie plutôt qu'un espace de couple. Et je pense qu'un des trucs qui a été très important pour nous, c'est de nous dire justement, comme disait Aurélie, on n'est pas obligé de communiquer sur tous nos problèmes sous prétexte qu'on sait s'écouter. Parce que non, en fait, on peut aussi gérer nos problèmes ailleurs que dans le couple. Et même si on a la chance d'avoir un couple où on peut communiquer, eh bien, le couple, pour moi, aujourd'hui, en tout cas, c'est très, très clair. Le couple n'est pas un espace de thérapie, c'est avant tout un espace de bonheur et d'amour. Et si on commence à transformer le couple en thérapie en écoutant, par exemple, ce qu'on est en train de dire, je pense que ce serait une grave erreur, dans laquelle d'ailleurs on est tombé, et qui, sous prétexte qu'on est tous les deux thérapeutes. Et pour moi, ça n'a pas fait du bien de tout le temps vouloir tout partager de ses blessures et de ses machins et de ses trucs. Ça, c'est une question moi, que je trouve vraiment très intéressante, justement. Alors, la première, c'est en tant qu'accompagnant, en tant que thérapeute, je dois d'autant plus justement aller vérifier comment je suis aligné parce que justement j'accompagne des gens. Donc voilà, j'ai besoin d'aller me checker régulièrement et aller vérifier où est-ce que j'en suis au niveau de mes zones d'ombre, etc. Et cette question aussi voilà, c'est pas parce qu'on accompagne que voilà, on est en couple parce qu'on est un homme et une femme et qu'on a besoin de vivre cette expérience d'amour en tant qu'homme et femme. Et je trouve que c'est intéressant justement de rappeler l'écueil qu'il pourrait y avoir justement dans ce couple accompagnant et voilà la tentation justement d'aller utiliser le couple comme un espace thérapeutique. Mais ça revient à ce qu'on disait sur l'estime de soi, c'est-à-dire je suis déjà bien tout seul. Le couple est censé m'apporter du bonheur et du bien-être. S'il y a besoin de parler des problèmes, on va en parler, mais avant tout, le couple est un espace qui m'apporte du bonheur et du bien-être. Et si le couple, c'est 90% d'embrouille, j'invite vraiment les gens à se séparer. Je veux dire, pour moi, c'est très, très clair. Hein. Voilà. Et après, si on utilise le couple juste pour essayer de gérer tous ces problèmes de sa vie, je veux dire, on se trouve au endroit. Le couple n'est pas un espace où l'autre n'est pas un thérapeute. Enfin, même s'il est thérapeute, il n'est pas notre thérapeute. Sauf si on a décidé qu'on faisait, et ça nous arrive à Aurélie et à moi, un espace où là, peut-être, je vais l'accompagner ou elle m'accompagne, mais dans ce cas-là, on met un cadre. C'est pas genre juste en permanence, on est tout le temps en train de. Parce qu'il y a des amis qui sont moqués de nous, mais ils ont raison. Hein. C'est ah là 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 là, t'es pas en train de projeter tes besoins et machin, et quelle est ton émotion, et à un moment donné, waouh, quoi, genre juste on peut prendre un verre et rigoler. Et c'est vrai que si on est tout le temps en train de s'analyser l'un l'autre, moi avec la PNL, elle avec l'EFT, je sais pas où la scène, mais on passe dans un truc de malade mental, quoi. Donc, faut pouvoir vivre sa vie en n'ayant rien à foutre aussi, quoi. Merci Raphaël, merci Aurélie. Si vous aviez juste en fait une pépite, un truc qui fonctionne particulièrement bien à partager, ce serait quoi? Juste en 2 mots, chez vous, dans votre couple. En 2 mots? Une pépite en 2 mots. Enfin, en 2 mots. Pépite. Non, façon de parler évidemment. Quelque chose qui fonctionne particulièrement bien pour vous. Vous pouvez partager à nous. Moi, l'outil qui m'a le plus aidé, c'est la CNV dans le sens de arriver à checker mes besoins, comprendre qu'il y a plusieurs stratégies, qu'une seule stratégie pour combler mes besoins, et que là où je vois que des besoins qui doivent être comblés par les autres, il y a des besoins qu'on peut combler seul. Je vous donne un exemple. Par exemple, j'ai compris que ce qui me faisait du bien dans ma vie, c'est danser, jouer du piano, justement, me balader, lire un bouquin, faire de l'hypnose. J'ai même une liste là, qui est là sur le mur. Et ça, c'est des choses que je peux faire sans avoir besoin des autres. C'est-à-dire que c'est des stratégies qui ne dépendent que de moi. En gros, il n'y a pas besoin que Aurélie fasse quoi que ce soit pour que moi je lise un bouquin ou que je fasse machin. Donc, il y a des façons de remplir mes besoins qui dépendent de moi. Il y a des façons de remplir mes besoins qui dépendent aussi des autres parce que j'ai des besoins sociaux, etc.
Mais les autres, c'est très, très vaste. Et donc, en fait, de comprendre qu'il y a plein de stratégies pour remplir mes besoins, ça a été une révélation et surtout de comprendre qu'il y a des stratégies qui ne dépendent pas des autres. Alors ça a été vraiment une révélation pour moi parce que du coup, ça a fait que j'ai eu beaucoup moins d'attentes vis-à-vis de ma compagne, mais même en général dans ma vie. Voilà. Merci pour cette Voilà, les deux mots. Et moins d'attentes. Moins d'attentes, c'est ça les deux mots. Ah, Moins génial. d'attente. Moins d'attente. En deux Cool. mots, moins d'attente. Non, mais en deux mots, parce que d'attente, c'est un même mot, c'est d'attente. Voilà. Excellent. Et pour cette pour moi, ce qui fait que ça fonctionne, c'est aussi surtout la connaissance de soi. C'est que souvent, on a tendance à projeter sur le partenaire, tu ne me respectes pas, tu ne m'écoutes pas, tu n'es pas assez tendre, tu n'es pas assez ceci, cela, et que bien souvent, c'est une invitation aussi à voir en quoi déjà nous, on est capable d'appliquer ça pour nous-mêmes. Donc, moins d'attente et la connaissance de soi. Ouais, ce serait ça pour moi. Vraiment. Cool. Super, merci pour les pépites. Et il y a une dernière question pour vous, Aurélie et Raphaël, justement, parce que donc là, ce projet-là, il s'inscrit avec le couple à l'honneur, et particulièrement le mono-amour à l'honneur. Et du coup, qu'est-ce qui fait sens pour vous, en fait? Qu'est-ce qui fait que vous faites ce choix, en fait, du mono-amour dans votre couple? Ah, très intéressant. Tu peux répondre en premier? Ouais, vas-y, mon amour. C'est juste déjà c'est de s'autoriser à... Je vais être exprès provocateur, mais j'aime bien. C'est de s'autoriser à se dire qu'on peut se quitter ou se tromper, parce que pour moi, si on choisit d'être avec quelqu'un, c'est pas un choix par défaut ou faute de mieux ou par contrainte. C'est parce que je sais que je peux, si je veux quitter ou tromper Aurélie, je choisis de ne pas le faire parce que c'est ce que je préfère et qui me rend le plus heureux aujourd'hui. Mais si je me dis déjà j'ai interdiction, il faut, je dois, du coup, ça ne marche pas. C'est-à-dire que pour moi, c'est l'équivalent de ne pas juger déjà. C'est-à-dire, j'ai 2 bouteilles de vin, ok, laquelle je préfère, celle-là. Donc, je vais prendre celle que je préfère. Maintenant, je suis pas en train de dire l'autre est moins bien ou il faut absolument pas la faire. C'est pas un choix qui est par obligation ou par devoir ou par culpabilité. C'est un choix qui est en conscience, c'est-à-dire, c'est ce que je préfère en fait. C'est ce qui me rend le plus heureux aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que je choisis ça. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de me dire voilà, que selon des règles de la société, machin. Je pense même que quand on se met des obligations, on crée beaucoup de frustration et de machin. Donc, c'est-à-dire, et c'est aussi de se dire que ce lien que je crée d'interdépendance positive, il est là, il est positif pour moi. Mais imaginons que, comme toute chose est éphémère dans la vie, ben, c'est l'illusion qui crée la souffrance. Donc, il pourrait ne pas être là ou il pourrait machin, mais aujourd'hui, il est là et je suis heureux avec ça. De ne pas figer. Alors, pourquoi je dis tout ça? Parce que je m'exprime peut-être pas très bien, mais je pense que la plupart des gens qui veulent ouvrir leur couple, ils l'ouvrent alors que, ou qui se trompent, ou qui se quittent, ils l'ouvrent dans l'espérance que du coup, leur frustration va pouvoir être comblée ailleurs. Moi, ma mère a trompé mon père, et souvent, la tromperie, par exemple, ou le fait d'aller voir ailleurs, c'est parce qu'on a l'impression que l'autre ne peut pas combler nos besoins, ou parce qu'on n'arrive pas à communiquer justement sur les problèmes du couple et qu'on a l'impression que voir ailleurs solutionnerait les problèmes du couple. Alors qu'on vient de le dire, justement, les problèmes du couple sont un outil pour avancer sur soi. Donc, en gros, c'est un choix conscient qu'on doit faire parce que c'est ce qu'on préfère et qui en plus n'est pas figé, c'est-à-dire qu'on peut toujours communiquer. J'avais mon frère qui m'avait dit qu'il était sur un forum de trucs échangistes et libertins. Et il me disait que la plupart des couples qui ouvraient leur couple, par exemple, ça ne fonctionnait pas quand ils faisaient ça suite à une frustration de l'un ou de l'autre, mais que les rares fois où ça fonctionne, c'est quand les deux sont déjà très bien en couple et qu'ils font ça comme une expérience qu'ils vont vivre ensemble. Donc, nous, on n'a pas ouvert notre couple, on est bien ensemble. Mais je pense qu'en tout cas, pour ceux qui sont dans ce délire de polygamie, machin, bon voilà, autant le faire à ce moment-là de manière totalement assumée, comme moi je l'ai fait avant d'être avec Aurélie, c'est-à-dire je disais aux filles que je voulais juste une relation libre ou que je voulais m'amuser, plutôt que de faire une espèce de... En plus, d'ailleurs, là, je parle plus aux hommes, vous serez surpris de voir à quel point il y a plein de femmes qui sont totalement OK pour avoir des relations libres en attendant de trouver quelqu'un. Et moi, j'ai eu que des relations libres comme ça et j'ai jamais dû à mentir en disant que je voulais un couple alors que ce n'était pas le cas. Donc, quand j'ai choisi d'être en couple, c'est parce que j'ai fait ce choix comme étant quelque chose qui me rendait heureux. Je pense qu'on ne doit pas être en couple parce qu'on se dit, la société nous dit,
qu'il faut être en couple, etc. Bon, excuse-moi. Merci pour cette Je explication voulais vraiment... de ton choix du mono-amour, Raphaël. Ah, c'est long, hein, Choix expliquer, c'est conscient, pas les ouais, bons mots, de là. l'engagement. J'essaye de l'adorable, là, mais Ouais. j'essaie d'expliquer, quoi. Vas-y, Aurélie. Moi aussi, c'est un choix conscient. Les fois où j'ai voulu expérimenter ou que je me suis questionnée, c'était toujours à partir d'un espace en moi qui était insécure. Et la plupart du temps, quand j'ai discuté avec des personnes, des fois, je me souviens d'un truc très très marquant dans un stage tantral, je discutais avec une femme qui me disait « Je me suis jamais sentie aussi seule de ma vie à partir du moment où j'ai ouvert mon couple au libertinage. » Et donc, pour moi, je dis pas que c'est... Pour moi, c'est une voie, en fait. C'est une voie, c'est une expérience. Et que c'est complètement OK de choisir cette voie, cette expérience, à partir du moment où ça part d'un espace sécure, ça part d'un espace peut-être joyeux, d'un espace consenti, parce qu'il y a aussi beaucoup de souffrance qui se crée, parce qu'il y en a un qui a envie et l'autre, par peur de le perdre, va suivre le mouvement, mais n'est pas du tout aligné avec ça. C'est ce que j'ai vécu à un moment donné et qui me faisait extrêmement peur, et je n'avais pas envie d'aller dans cette direction, mais j'étais prête à le faire, tellement j'avais peur de perdre l'autre. Mais pour moi, c'est un choix conscient, et puis c'est surtout qu'en fait, ce n'est pas dans cette direction que je sens que je vais être pleinement épanouie. Je trouve que déjà, de soi à soi, c'est déjà une sacrée aventure pour être en alignement et en cohérence. Alors, moi plus l'autre, ok, on rajoute un double challenge. Moi plus lui, plus bébé quand il arrivera. Ok, donc si on rajoute en plus un autre partenaire ou X autres partenaires, je me dis, il y a déjà suffisamment de challenges comme ça pour s'en rajouter d'autres. Donc voilà, moi c'était vraiment important de pouvoir faire ce choix et d'honorer mon couple de cette manière. Et que c'est pas une voix qui m'appelle. Et il y en a, ça l'est pour certains, et puis il y en a pour d'autres. Je pense que c'est important d'en parler. On en a déjà parlé plusieurs fois avec Aurélie sur les fantasmes. Après, il y a une différence entre réaliser un fantasme, par exemple, j'avais vu, qui serait, par exemple, imaginons faire un promatra ou je ne sais pas quoi, que de créer une troisième personne dans une relation qui serait un trio dans ce qu'on appelle le polyamour. Voilà. Et après, moi, j'ai vu des réunions de polyamour et j'ai vu qu'il y avait énormément de gens qui avaient beaucoup de souffrance, de solitude ou de mal-être que j'ai pu percevoir avec ma capacité empathique. Et je me disais, au lieu de travailler sur comment ouvrir le couple ou avoir plein de partenaires, pour moi, et c'est un jugement de ma part, mais je l'assume, ils auraient mieux fait de travailler déjà sur comment être bien dans leur peau et leur estime de soi, etc. C'est-à-dire, encore une fois, comme dit Aurélie, c'est dans quelle énergie on fait ce truc-là. Est-ce qu'on le fait parce qu'on pense que ça va remplir nos besoins de frustration qui sont pas, enfin, notre énergie de frustration qui est là, ou est-ce qu'on le fait parce que c'est quelque chose de cool qui nous donne envie, en fait. Pour moi, c'est ça le point le plus central de cette démarche d'ouvrir ou pas le couple. Voilà. Yes. Ok, merci beaucoup Raphaël et Aurélie pour cette partage du mono-amour. Carrément. Merci pour toutes ces richesses, la beauté de votre couple déjà. Merci. Et puis aussi toutes ces pépites, clairement, que vous avez offert là pour la communauté, ces ressources, des sources d'inspiration pour tous et pour toutes. Un grand merci. On est ravis de vous avoir interviewé. Et voilà, on vous dit peut-être à bientôt et bye bye. Merci Bye, beaucoup. Merci, salut. C'est un vrai plaisir. J'ai beaucoup aimé vos questions. Avec plaisir.